Et nous revoici pour la deuxième partie de cette matinée. Bienvenue à toutes et à tous. Alors pour celles et ceux qui nous suivent en ligne, j'espère que vous avez apprécié la session sur les startups, du coup en ligne directement. Je précise que vous allez pouvoir la regarder en rediffusion, comme d'ailleurs l'ensemble de ce forum à partir de la semaine prochaine. Nous sommes donc en plein cœur de ce Forum for Hack 2021, suite du coup de cet événement. La matinée, pour ce qui en reste, en tout cas à passer ensemble, va être consacrée tout d'abord à l'échange avec notre grand témoin que je vais vous présenter dans un instant, mais aussi va nous permettre de retrouver une table ronde sur les normes de durabilité et sur les accords commerciaux. Ce sera dans un petit instant. Petit rappel également, vous pouvez toute la journée nous envoyer vos questions en ligne. Je vous rappelle, si vous étiez avec nous depuis l'ouverture ce matin à 9 h, que vous avez un cadre juste en dessous de moi ici qui vous permet du coup de nous laisser vos questions en anglais ou en français. C'est votre choix. Et puis, vous pouvez bien sûr réagir tout au long de cette journée avec le hashtag Forum for Hack. Ça se passe bien sûr sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vous promener, vous balader toute la journée sur directement la plateforme virtuelle de ce Forum for Hack 2021 à l'adresse www.forumforagriculture.com. Vous discutez, vous utilisez les chats bien évidemment pour ça. Vous avez également accès à l'espace d'exposition. C'est très très bien fait, vous allez voir. Et puis, vous pouvez télécharger des recettes durables. En plus, on arrive quasiment à l'heure du déjeuner. Donc, c'est le moment de vous inspirer. Ça se passe sur la partie cuisine. Voilà, tout est dit. Je vous présente notre grand témoin, Dominique Chargé, que vous pouvez applaudir, mesdames, messieurs. Merci. Bonjour. Bonjour Dominique Chargé, merci beaucoup d'être à nos côtés pour cette fin de matinée. Vous êtes donc notre grand témoin de ce forum 2021. Vous êtes éleveur de vaches laitières et de volailles, vice-président de Terrena, mais aussi président du conseil spécialisé lait de France Agrimaire. Actuellement, vous occupez le poste de président de la coopération agricole. Dominique Chargé, quelles sont les réflexions que vous avez envie de partager avec nous en cette journée du 2 décembre 2021 ? Bien, merci de ces invitations. Je voudrais remercier la GPB de nous donner l'occasion de nous exprimer dans ce forum. D'abord, donc, de vous repréciser, je ne suis plus président du conseil spécialisé de France Agrimaire puisque j'ai laissé les responsabilités laitières pour me consacrer aux responsabilités transversales de la coopération agricole, mais ce n'est pas très grave. Donc, je suis effectivement un agriculteur. Vice-président d'une coopérative et donc président de l'ensemble des coopératives agricoles françaises, la coopération agricole, qui représente 2300 coopératives sur l'ensemble des territoires. Donc une coopérative, je précise très rapidement ce que c'est, ce sont des entreprises qui appartiennent aux agriculteurs et dont la mission est d'accompagner, d'apporter du service, du conseil, de l'approvisionnement aux exploitations agricoles, mais également de collecter, transformer la production de ces exploitations, qui sont des exploitations donc adhérentes. Il y en a 2300 sur le territoire français, de toute taille, dans toutes les filières, sur évidemment l'ensemble des territoires. Elle représente aujourd'hui à peu près 70% de la mise en production et de la collecte de la production française et 40% de la transformation agroalimentaire dans tous les produits. Et vous connaissez sans doute quelques marques qui appartiennent à des groupes coopératifs, mais dont vous ne soupçonnez pas qu'elles appartiennent à des coopératives et donc à des agriculteurs. Je parle de Florette, de Nicolas Feuillat, d'Entremont, de Paysans Bretons, de la Nouvelle Agriculture. Voilà, donc des marques que vous avez dans vos magasins. Ce que je veux partager avec vous ce matin, c'est finalement repartir de ce qu'a été la situation inédite, inuite, de la période que nous avons vécue, mais qui finalement n'est pas terminée. Évidemment, je veux parler de ce choc du Covid, qui nous rappelle finalement à quel point cette préoccupation de se nourrir est vitale et préoccupation qui a sans doute été d'ailleurs oubliée par toutes les populations européennes depuis, la dernière guerre mondiale. Tout d'abord, peut-être pour dire et se féliciter que la chaîne alimentaire française, à ce stade en tout cas, a été capable de relever le défi de son adaptation et de sa capacité à approvisionner la chaîne et donc à nourrir les Français, que ça a été d'ailleurs souligné, mais que ce choc et je tiens à dire que c'est grâce à l'engagement des hommes et des femmes dans les exploitations et dans nos différentes entreprises qui ont permis de relever ce défi, qui, je dois quand même le dire, au moment où le confinement est arrivé en janvier 2020, était absolument pas était un gros challenge à relever. Mais en tout cas, cette situation dans son prolongement, a reposé cette question fondamentale de ces enjeux d'assurer notre souveraineté alimentaire, donc qui est une question politique qui est revenue au cœur des débats et qui repose un certain nombre de questions fondamentales. Et c'est un peu là-dessus que je voudrais partager quelques réflexions. D'abord, ce qu'on constate à l'échelle française, mon propos alternera des situations françaises et européennes, mais on constate depuis plus de 2 décennies
une érosion de ce qu'était la puissance agricole et agroalimentaire française. La France était le grenier à blé de l'Europe. La France était un des premiers pays exportateurs à l'échelle européenne. Et notre pays a perdu sur 2 décennies cette position de premier exportateur agricole au sein de l'Union européenne depuis 2018. Et d'ailleurs, nous sommes dans une trajectoire où nous perdrions aussi notre souveraineté alimentaire au regard de ce que serait notre balance commerciale agroalimentaire en 2023 si on prolonge les courbes qu'on a aujourd'hui. Parce que le parallèle que je fais souvent, c'est que si on isole le liquide du solide dans l'assiette et dans l'alimentation des Françaises, on est déjà importateur de la partie solide. On importe plus de 50% des poulets qu'on consomme en France, on importe plus de 50% des fruits et légumes qu'on consomme en France, et que nous sommes aussi un pays qui exporte des produits bruts agricoles, c'est le cas des pommes de terre par exemple, pour importer des mêmes pays vers lesquels nous exportons, réimporter des produits transformés comme des frites et des chips par exemple. Donc ça pose cette question de la perte de notre puissance, de notre capacité productive et de notre finalement souveraineté alimentaire à l'échelle nationale. Cette perte de compétitivité, ce déficit de compétitivité, il se fait notamment sous l'influence de 3 facteurs de distorsion de concurrence ou de perte de compétitivité, qui sont une perte de compétitivité fiscale. On avait mis en évidence il y a quelques années un taux d'imposition à la production en France qui était très largement supérieur, 7 fois supérieur à celui de l'Allemagne, plus de 2 fois supérieur à celui de la moyenne européenne. Il se fait évidemment sous aussi des distorsions de concurrence et pour nous un déficit de compétitivité sociale et également un déficit de compétitivité par de la contrainte dans les transpositions européennes sur le secteur environnemental. Notre pays a perdu aussi sa capacité d'investissement par la réduction, la perte des marges depuis maintenant plus de 2 décennies, la perte des marges au niveau du secteur de l'industrie alimentaire. On a perdu plus de 15 points de marge dans le secteur agroalimentaire depuis environ 30 ans, même un peu moins de 30 ans. On était à 53% de marge, de taux de marge dans le secteur agroalimentaire en 1990. On est aujourd'hui à 38%. Et nous sommes toujours sous des contraintes très fortes de notre capacité à maintenir ces marges. Donc je pense que ces quelques éléments sont des facteurs révélateurs de ce qu'a été la perte de compétitivité et la perte de la puissance agricole et agroalimentaire française. Pour autant, les défis que nous avons devant nous aujourd'hui pour le XXIe siècle, les défis que nous avons à relever, ils nécessitent que nous reconsidérions cette question et que nous réarmions notre secteur agricole et alimentaire. Les grands défis, le premier grand défi, c'est celui du défi démographique, celui d'alimenter demain, nourrir 9 milliards d'habitants sur la planète, et qui sont un facteur extrêmement important en termes de stabilité géopolitique et auquel la France, l'Europe évidemment, mais la France à l'intérieur de l'Europe, a un rôle déterminant à jouer. C'est pour nous l'objectif de pouvoir nourrir l'ensemble des populations mondiales dans des attentes, des moments et des lieux de consommation qui deviennent de plus en plus fragmentés et qui sont donc là aussi un défi supplémentaire pour nous à relever. Le deuxième défi, c'est évidemment le défi climatique, celui de la limitation de nos empreintes carbone, donc par pour nous la nécessité de prendre en compte ce qu'est l'impact carbone dans nos chaînes de production agricoles et agroalimentaires. Et le troisième défi, dans le prolongement, c'est le défi environnemental. Ça a fait l'objet de discussions tout à l'heure dans la table ronde. C'est évidemment celui de limiter aussi les impacts environnementaux et de les réduire et de les supprimer, les impacts environnementaux de nos activités agricoles et agroalimentaires. Pour faire tout ça, pour assurer ce qu'est aujourd'hui tous ces enjeux, donc assurer notre stabilité géopolitique, assurer les enjeux climatiques, les enjeux environnementaux, le défi à relever dans le parti pris aujourd'hui de la coopération agricole, c'est d'abord celui de résoudre l'équation compétitivité de nos produits, de nos activités agricoles et agroalimentaires et mise en œuvre des transitions
transition climatique, transition agroécologique et environnementale. C'est retrouver notre puissance productive, notre compétitivité agricole et agroalimentaire sur l'ensemble des marchés, que je disais tout à l'heure, nourrir toutes les populations. C'est accélérer les transitions écologiques de nos modèles de production. C'est créer, recréer le consentement et la relation avec le citoyen et le consommateur, et ce consentement à accepter la réindustrialisation et de la production agricole et de la production agroalimentaire, avec le défi aussi de la juste rémunération de ceux qui finalement nous nourrissent, de ceux qui sont les agriculteurs et les travailleurs de nos entreprises et qui font finalement l'emploi et l'économie de nos territoires. Il y a évidemment à l'intérieur de ça et en conditions transversales celui de l'attractivité de nos différents métiers et du renouvellement des générations pour l'ensemble de nos métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Alors cette ambition, donc pour cette équation de la compétitivité et des transitions agroécologiques, pour nous, c'est celui de la croissance responsable. Nous devons nous inscrire dans une trajectoire de la croissance responsable. C'est celle qui nous permettra d'assurer dans le temps notre souveraineté alimentaire, que l'on ne peut aujourd'hui envisager pour qu'elle soit efficace et cohérente à l'échelle européenne. Alors la croissance, c'est évidemment de produire pour répondre à l'ensemble de ce que sont les besoins de consommation pour tous les marchés, pour tous les consommateurs, quel que soit leur lieu et leur choix de consommation. Aujourd'hui, c'est évidemment aussi d'assurer la compétitivité de nos entreprises. C'est donc pouvoir répondre à ce défi de la croissance démographique mondiale. Le faire, en tant qu'acteur responsable, eh bien, c'est celui d'inclure dans ce projet de croissance responsable justement la réponse à ce que sont les attentes d'évolution de nos modes de production, de réduire évidemment notre empreinte carbone, notre empreinte environnementale. Donc c'est de mettre en œuvre toutes les innovations et donc les investissements nécessaires pour trouver des solutions alternatives à ce que sont aujourd'hui nos productions qui utilisent des leviers à empreinte carbone qui sont aujourd'hui trop marqués. Et c'est donc d'avoir un raisonnement qui nous amène à la neutralité carbone, en incluant ce que sont les capacités de captation de nos métiers, notamment des métiers de l'agriculture, par rapport à ce que sont aujourd'hui l'utilisation du carbone. Mais en tout cas, l'investissement dans la décarbonation de nos filières est un enjeu extrêmement important, de même que celui de réduire notre impact environnemental. Et pour ce faire, je reviens à ce qui a été dit tout à l'heure, il ne faut surtout pas opposer les modèles de production, mais il faut les faire converger dans des évolutions qui nous amènent à des réponses à ces enjeux-là. Il n'y a évidemment pour nous pas de théorie et de scénario possible qui s'incluent dans une logique de décroissance. La décroissance n'est absolument pas possible pour répondre à ce que sont la somme de ces enjeux démographiques, enjeux climatiques et l'enjeu environnemental. On voit bien que dans les scénarios de décroissance, tous les gains qui sont faits au niveau notamment de la réduction du carbone sont finalement neutralisés ou quelque part induisent des produits importés qui donc viennent finalement contrecarrer et annuler, voire avoir des effets encore plus négatifs sur le plan du carbone. C'est d'ailleurs notamment l'analyse qui doit être faite aujourd'hui au niveau de la déclinaison agricole du Green Deal à travers Farm to Fork et la stratégie de biodiversité, de bien prendre en compte qu'un scénario de décroissance aujourd'hui de la production agricole induira des importations qui, de toute façon, neutraliseront les incidences carbone, les gains carbone faits dans les scénarios de décroissance que l'Europe pourrait envisager. Donc, pour nous, la coopération agricole, nous souhaitons œuvrer dans cette dynamique, dans une logique qui ne peut être envisagée que collectivement et qui ne peut être envisagée qu'à l'échelle européenne, avec l'ensemble des pouvoirs publics français et européens, avec l'ensemble des collectivités territoriales et de tous les acteurs de nos métiers de l'agriculture et de l'agroalimentaire, et évidemment de l'ensemble des parties prenantes. Et je veux parler ici de la société civile, de l'ensemble des acteurs aujourd'hui concernés sur ces questions de l'agriculture et de l'alimentation d'une manière générale.
Les coopératives, ce sont des entreprises qui ont une empreinte territoriale très forte, qui sont les acteurs de cette vitalité économique et sociale de nos territoires. Elles interviennent sur l'ensemble de la chaîne alimentaire, depuis la mise en production jusqu'à la commercialisation de produits alimentaires, donc dans la construction, la structuration des filières de production depuis l'amont jusqu'à l'aval. Et donc, pour ces raisons, nos coopératives souhaitent et doivent être le bras armé de cette reconquête de souveraineté alimentaire. En revanche, elles ne pourront pas l'assumer seules, elles ne pourront l'assumer qu'avec le soutien et l'accompagnement, bien sûr, des pouvoirs publics, mais aussi dans un cadre européen, avec un besoin d'envisager ces stratégies et ces déclinaisons à l'échelle européenne, et évidemment avec plus d'Europe, mais probablement aussi avec mieux d'Europe. Alors, pour nous, c'est aussi l'occasion, à ce moment, j'allais dire, de notre réflexion, d'inscrire notre action dans ce que sera la présidence française de l'Union européenne, et ce sera mon dernier point, qui doit être l'occasion de porter et de faire progresser cette ambition à l'échelle européenne. Donc évidemment, au premier semestre 2022, la France prend la présidence de l'Union européenne, qui va coïncider pour nous avec un calendrier d'élections présidentielles et qui donc va réduire sans doute, j'allais dire, au moins dans le temps disponible pour être actif à l'échelle, sur cette présidence française, ce qui ne doit pas nous faire renoncer à ce que sont nos ambitions. Cette présidence française de l'Union européenne doit être le levier de notre souveraineté alimentaire, ou en tout cas un des leviers. Elle est envisagée à l'échelle française avec la triptyque de la relance, de la puissance et de l'appartenance. C'est ce qui a été présenté par la présidence française pour investir cette présidence dans cette mission communautaire. La relance, c'est mettre en place les conditions qui nous permettront, qui sont nécessaires aujourd'hui pour résoudre aujourd'hui ce qu'est cette équation complexe de la compétitivité et de la mise en œuvre des transitions. C'est orienter les politiques européennes de l'innovation vers ce que sont la nécessité d'inclure les nouvelles technologies pour résoudre ces questions démographiques, climatiques et environnementales. Évidemment, à travers le levier de la génétique, qui est un levier absolument indispensable, en faisant appel à toutes les technologies disponibles pour nous permettre d'adapter l'ensemble de nos modes de production à ces grands défis. Les technologies du numérique pour améliorer nos process, fiabiliser, tracer. Les technologies de la robotique pour accompagner dans la mise en œuvre de ces transitions et sans doute rendre plus attractifs nos métiers par moins de pénibilité. Et évidemment, il y a tout ce qui tourne aussi autour du biocontrôle, qui doit faire aussi l'objet d'une recherche approfondie et d'un engagement en termes européens. C'est ce qui a été d'ailleurs retenu, ces 4 leviers ont été retenus dans le programme de France 2030 et qui sont aujourd'hui donc indispensables de reprendre à l'échelle européenne. Il nous faut financer et accompagner ces transitions. C'est un processus de long terme. On est évidemment dans des logiques qui sont des logiques de temps long, qui ne peuvent pas se traiter sur des temps très courts. Donc il faut les accompagner. Il faut surtout être très vigilant à ce que toutes ces innovations, toutes ces nouvelles technologies puissent bien se décliner jusqu'au cœur de nos activités agricoles, jusque dans les exploitations agricoles et jusque dans nos entreprises agroalimentaires, et que ça nécessitera donc un accompagnement très fort. Et nous devons aussi évidemment travailler au développement de l'autonomie et de la réduction, par la réduction de notre empreinte carbone, à la réautonomisation en énergie et des énergies qui ne soient pas des énergies carbonées. Et il y a donc là aussi un enjeu très fort. Le deuxième levier, celui de la puissance, c'est faire de cette stratégie de souveraineté alimentaire un pilier de l'autonomie stratégique de l'Union européenne, au même titre sans doute que les problématiques de santé et un certain nombre de secteurs. Il y a là un enjeu de souveraineté majeur. Évidemment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est bien de prendre toute la mesure et donc d'élaborer des études d'impact qui prennent en compte toutes les dimensions qui doivent être prises en compte pour bien analyser les stratégies européennes et donc de ne pas se limiter
à des seules théories de décroissance, mais bien inclure l'ensemble des conséquences de cette décroissance pour en revenir finalement à de meilleures options qui nous permettent de nous réapproprier et de réarmer, de réindustrialiser le secteur agricole et agroalimentaire français et européen. C'est aussi de réaliser des diagnostics de notre dépendance aux importations aujourd'hui à l'échelle française, mais aussi à l'échelle européenne, pour réorienter tous nos investissements et nos investissements français et européens sur les bons secteurs, et donc de réindustrialiser la partie de la production et de l'agroalimentaire français-européen. C'est également de donner aux agriculteurs et aux entreprises européennes les moyens de se défendre face à la concurrence internationale et donc d'instaurer, de systématiser, de protéger finalement des importations en concurrence déloyale, de produits qui ne répondent plus aux standards, qui ne répondent pas aux standards qui sont imposés en Europe, et donc de mettre en place des clauses miroirs dans les différentes stratégies commerciales européennes. Le dernier point, c'est l'appartenance. Donc, c'est d'œuvrer évidemment à la promotion de notre modèle agricole, agroalimentaire et alimentaire européen, dans des conditions de marché qui soient des conditions équitables, donc dans une meilleure cohésion pour le coup à l'échelle de l'Union européenne, pour garantir l'absence de distorsion de concurrence entre les États membres, et donc d'instaurer, ou en tout cas d'orienter sur une meilleure convergence, davantage de convergence sur le fiscal, sur le social, et donc de progresser vers plus de cohésion à l'échelle européenne, de même dans l'homogénéisation des transpositions des normes et des directives européennes. Voilà, en résumé, donc, et pour terminer, cette souveraineté alimentaire, elle relève aujourd'hui d'une co-responsabilité où les politiques, l'ensemble des pouvoirs publics ont un rôle déterminant à jouer, en apportant du pragmatisme, en apportant du soutien et de la cohérence d'ensemble sur ces stratégies de reconquête de souveraineté alimentaire européenne. La coopération agricole française est prête à prendre sa part et compte sur l'Europe pour pouvoir réarmer et reconquérir finalement cette souveraineté alimentaire. Ce que je veux dire par là, c'est que sans une Europe forte, sans une Europe unie, sans cette force communautaire et sans cette volonté commune à l'échelle européenne, il n'y a que des perdants, que ce soit les agriculteurs, que ce soit les entreprises, les coopératives, mais également les consommateurs et les citoyens. Ces enjeux alimentaires, ces enjeux de concurrence internationale, d'indépendance énergétique, ces enjeux climatiques doivent être traités à l'échelle de l'Europe, et ne peuvent se traiter que dans une Europe cohérente, dans une Europe unie, et ne peuvent se traiter que grâce à une Europe qui soit une Europe souveraine, qui soit une Europe inclusive et responsable. Et c'est d'ailleurs l'intitulé de notre plateforme pour la présidence française de l'Union européenne. Voilà, donc une Europe au sein de laquelle nous souhaitons garder une ambition forte pour l'agriculture et l'agroalimentaire à un moment où nous sommes au cœur de transitions qui sont des transitions, j'allais dire, déterminantes pour le 21e siècle, pour nos métiers. Voilà. Merci beaucoup Dominique Chargé pour ces réflexions sur une Europe souveraine, inclusive, responsable, comme vous l'avez dit. Une question très très rapide, je vous laisse répondre vraiment en quelques secondes. Est-ce que vous pourriez me préciser les éléments de distorsion de concurrence qui sont pour vous, en l'état actuel, les plus problématiques, Dominique Chargé? Moi, je pense qu'à l'échelle européenne, lorsque nous sommes en distorsion de concurrence, finalement, nous affaiblissons la position de l'Europe au sein du concert international. J'allais dire que pour les autres grands secteurs, pour les grandes régions mondiales, s'appuyer sur les distorsions de concurrence européennes est un levier supplémentaire pour eux, j'allais dire, et un levier d'affaiblissement pour nous. Donc les grands sujets de distorsion de concurrence, je les ai cités, mais c'est évidemment le levier social, le levier fiscal. On a vu qu'il y avait quand même des grands écarts d'impôts de production entre les différents pays européens. Et évidemment, le levier environnemental sur lequel les écarts de transposition de règles
à l'échelle des États membres pose évidemment des questions de concurrence à l'échelle européenne. Voilà, Merci. pour répondre rapidement. Merci beaucoup Dominique Chargé, notre grand témoin qu'on peut Je vous applaudir remercie. pour ce Forum Forac 2021. Je vous laisse rejoindre la salle. Merci d'avoir été avec nous.